avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision pour cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Donc, voici les titres de ce journal. Attentat suicide contre un convoi gouvernemental à Mogadiscio en Somalie. Les occupants de la voiture visée seraient indemnes, mais 11 autres personnes ont été tuées. Cette fois, le gouvernement syrien le reconnaît et le condamne pour la deuxième fois en 48 heures. L'armée israélienne a mené un raid sur son territoire. Damas accuse Tel Aviv de soutenir les rebelles syriens. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. À 2 jours de la conférence internationale sur la Somalie, le pays à nouveau frappé par un attentat suicide. La cible, un convoi gouvernemental à Mogadiscio, la capitale. Les occupants de la voiture officielle visée seraient indemnes. Le bilan fait état d'au moins 11 morts, pas de revendications pour l'instant. Le convoi de responsables gouvernementaux est passé dans ce quartier animé de Mogadiscio lorsqu'un kamikaze a précipité son véhicule chargé d'explosifs contre la délégation. Plus de 5 personnes sont mortes et il y a plus de blessés encore. La voiture piégée visait le convoi du ministre de l'Intérieur, mais le ministre a survécu. Pour l'heure, le bilan fait plutôt état de 11 morts. Il semble qu'aucun officiel n'ait été tué. Le convoi escortait une délégation gouvernementale du Qatar en visite en Somalie. Pas de blessés parmi eux. Leur voiture était lourdement blindée. En revanche, du côté des civils, il y a eu des victimes. J'ai vu plein de personnes allongées sur le sol et la plupart d'entre elles étaient blessées. Elles hurlaient. J'étais sous le choc. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais samedi, un des chefs du groupe islamiste, les Shebab, appelait à augmenter le nombre d'attentats suicides contre le régime somalien. Autre hasard du calendrier, dans 2 jours, une conférence internationale doit se tenir à Londres pour aider une Somalie dévastée par plus de 20 ans de guerre civile. Les forces tunisiennes continuent de traquer un groupe de djihadistes qui seraient retranchés dans la région du Mont Chimbi. L'armée tunisienne bombarde dans ces massifs. Situés près de la frontière algérienne, les terroristes recherchés sont accusés d'avoir blessé une quinzaine de militaires et de gendarmes avec des mines. Ce groupe connu des autorités tunisiennes serait au nombre de 20 combattants islamistes. Les affrontements entre chrétiens et musulmans dans le centre du Nigeria ont fait 39 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. Les violences interconfessionnelles sont récurrentes dans le pays. Elles se sont produites dans la région de Boukari et la population est toujours sous le choc. C'est un petit village de pêcheurs dans le nord-est du Nigeria. Baga n'est qu'une ville fantôme. Ici, il y a une dizaine de jours, de violents combats ont opposé l'armée nigériane et les islamistes de Boko Haram. Des combats qui auraient fait environ 200 morts selon les sources. La zone a été impossible d'accès pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, l'étendue des dégâts est visible, évidente, mais les faits, eux, restent controversés. Alors que je me tenais sur le pas de ma porte, j'ai vu une camionnette blanche arriver au loin et j'ai entendu des coups de feu. Je ne sais pas qui a tiré, l'armée ou Boko Haram. Je suis vite rentré chez moi et j'ai fermé la porte. La camionnette est passée dans la rue d'à côté. On ne savait pas ce qui se passait. On a juste entendu des coups de fusil et vu du feu. On s'est enfui dans les buissons. Le feu a continué du matin jusqu'au soir. On a passé 5 jours dans les buissons. Certains habitants et des responsables politiques locaux ont accusé l'armée d'avoir tiré sur des civils et d'avoir brûlé des centaines de maisons. Les images satellites d'avant et après le raid montrent de très importants dégâts. L'organisation Human Rights Watch dit avoir recensé plus de 2000 bâtiments détruits, dont la grande majorité semble être des habitations. Human Rights Watch demande l'intervention de la Cour pénale internationale, mais l'armée dément toute responsabilité et affirme que les plaintes sont exagérées. Les allégations sont bien loin de la vérité. Certes, on parle de maisons brûlées, mais en vérité, il s'agit d'une seule maison qui a brûlé.
Des allégations démenties par les images désormais disponibles. Depuis 2009, les actions de Boko Haram ont déjà fait plus de 3500 morts. Mais les méthodes de l'armée nigériane ont aussi souvent été critiquées. Si les faits sont prouvés, les affrontements de Baga deviendraient l'épisode le plus sanglant de la quasi-guerre entre l'armée nigériane et Boko Haram. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, hier on doutait encore, mais aujourd'hui la Syrie le reconnaît et condamne les nouveaux raids israéliens sur son territoire et accuse Tel Aviv de soutenir les rebelles syriens. Une attaque selon certaines sources proches du dossier qui viserait une cache d'armes à destination du Hezbollah libanais, mais devant la tournure que prennent les événements, la Ligue arabe appelle les Nations unies à intervenir. Cette fois, le gouvernement syrien le reconnaît et le condamne. Pour la deuxième fois en 48 heures, dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a mené un raid sur le territoire de la Syrie. 3 positions auraient été touchées au nord-ouest de Damas, dont le centre de recherche scientifique de Jamraya. S'adressant à la presse, le ministre de l'Information s'est fait menaçant. Il y voit une collusion avec les rebelles qui attaquent le régime. Le gouvernement de la République arabe syrienne confirme que cette agression ouvre largement la porte à toutes les possibilités. Spécialement parce que cette agression ne laisse plus aucun doute sur les réalités des connexions qui existent entre toutes les composantes menant la guerre contre la Syrie. Une source israélienne a affirmé qu'étaient visés des missiles iraniens destinés au Hezbollah libanais. Mais à Jérusalem, le gouvernement s'en tient à ses principes. Ni confirmation, ni démenti. Néanmoins, Benjamin Netanyahou a convoqué son conseil de sécurité ce dimanche, retardant pour cela son départ pour la Chine. La défense contre le Hezbollah reste le mot d'ordre officiel. La politique de l'État d'Israël est que certaines sortes d'armes ne doivent pas tomber dans les mains des terroristes. C'est une politique essentielle et elle doit être poursuivie, comme l'a dit le Premier ministre. L'armée israélienne craint, semble-t-il, des représailles. Des batteries antimissiles Iron Dome ont été déployées dans le nord du pays. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique, en bref et en images avec Daouda Kamati. Au Sénégal, les préparatifs du 25e sommet de la francophonie suscitent des polémiques. Le gouvernement voudrait construire un centre international de Dakar. Le Forum civil, une ONG spécialisée sur les questions de bonne gouvernance, dénonce le fait que ce nouveau chantier soit ficelé par entente directe et non par appel d'offres. Cette organisation estime ce marché à 269 millions de francs CFA et souhaiterait qu'il fasse l'objet d'un concours entre architectes sénégalais. L'Assemblée nationale libyenne a voté ce dimanche avec 115 voix sur 157 le premier article d'une loi controversée qui exclut de la vie politique libyenne toute personne ayant occupé un poste de responsabilité sous le régime de Muammar Kadhafi depuis l'arrivée de ce dernier au pouvoir en 1969. Parallèlement, des hommes armés qui cernaient depuis quelques jours les ministères des Affaires étrangères et de la Justice ont annoncé qu'ils suspendaient leur mouvement après l'adoption de la loi sur l'exclusion politique. Le président ivoirien a terminé hier samedi 4 mai une visite de 4 jours dans l'ouest du pays, dans la région de Tanki. Lors d'une conférence de presse organisée en conclusion de son séjour, Alassane Ouattara est revenu sur certaines questions non ou mal réglées, notamment celle de la propriété et de la réforme de la nationalité. Le président a aussi rappelé que la lumière sur l'assassinat de l'ancien chef de l'État, le général Robert Gueye, doit être faite. La saga Gupta continue de faire le gros titre en Afrique du Sud. La famille Gupta a exprimé ses regrets au gouvernement sud-africain et indien, à la population sud-africaine et tout spécialement aux invités du mariage. Et cela après le scandale né des révélations sur l'utilisation par la richissime famille indienne de la base militaire de Waterloo près de Pretoria pour faire atterrir ces 200 invités venus de l'Inde pour assister au mariage de Vega Gupta. Selon le communiqué, la famille dit simplement vouloir offrir à sa fille Vega un mariage inoubliable sur le sol sud-africain. Hier, nous vous parlions de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme sous le thème « Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin des sages-femmes. Les sages-femmes sauvent des vies. Sauver des vies, c'est justement ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant, je vous propose d'écouter ces précisions de la présidente de l'Association des sages-femmes du Mali, Madame Diko Fatoumata Maïga, au micro de nos reporters Georges Atino Koulibaly et Cheikh Tidiane Koulibaly. Le monde
monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais parce que ça a été constaté partout dans le monde qu'il y a une pénurie cruciale de ressources humaines et en particulier des sages-femmes. La problématique se pose partout, mais il est beaucoup plus crucial dans les pays en voie de développement et surtout en Afrique occidentale. C'est le cas au Mali parce que quand on regarde l'inégale répartition des sages-femmes au Mali, d'abord il y a une insuffisance quantitative et une inégale répartition des sages-femmes parce que 58% des sages-femmes sont à Bamako et les zones désertées sont en pénurie. Nous menons des sensibilisations dans les régions pour que la forte concentration au niveau régional, qu'on puisse trouver une solution, qu'il y ait des systèmes de rotation ou que les sages-femmes, nos collègues sages-femmes, on les sensibilise pour qu'elles aillent travailler dans les zones difficiles. C'est ainsi qu'on a pu obtenir quelques résultats. N'eût été cette guerre imposée au Mali et cette crise qui a entraîné l'immigration de l'ensemble du personnel socio-sanitaire, y compris les personnels vers les zones du sud. Chose promise, chose due, venons-en maintenant au métier des sages-femmes. En quoi consiste-t-il concrètement et comment apprécie-t-on ces femmes qui sauvent des vies? Élément de réponse dans ce reportage de nos confrères de la télévision sénégalaise. La journée s'annonce belle à la salle d'accouchement. Une petite fille vient de naître sans complications. Les sages-femmes s'occupent de la maman qui se porte bien. Mariam Kamara fait partie de l'équipe. Elle exerce le métier depuis 2008 et elle en est fière. C'est un métier passionnant, vraiment que j'ai choisi avec beaucoup d'amour depuis tout petit. À la maternité de l'hôpital principal de Dakar, à 7h30 déjà, tout le personnel est à pied d'œuvre. En plus de celles qui sont à la salle d'accouchement, d'autres femmes vêtues de rose font le tour des salles d'hospitalisation. On prescrit, on fait les soins, mais s'il y a des cas qui nous dépassent, là, on interpelle le gynéco. La planification familiale, autre tâche que les sages-femmes assurent. Elles se chargent ainsi de la santé de la mère, de l'enfant et même de la famille. Ici, le travail est supervisé par Madame Astafallo. Cette ancienne comptable reconvertie en sage-femme en 1986 et mère de 5 enfants. Madame Lo, qui va bientôt à la retraite, a su concilier travail et vie de famille. Avec notre métier, beaucoup de femmes se sont découragées à un moment donné, prendre des deuxièmes femmes, alors que ça ne nécessite même pas ça. Grâce à l'aide de mon mari, j'ai pu concilier les deux. Vraiment, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Les Sénégalais, de leur côté, apprécient différemment le comportement des sages-femmes dans leur travail quotidien. Je trouve qu'elles font bien leur travail car les consultations se font normalement. Tu amènes une malade une fois à la salle d'accouchement. Tu n'as aucune possibilité d'avoir de l'information. Les sages-femmes refusent de répondre aux questions et c'est difficile. Le déficit de personnel dans beaucoup d'hôpitaux et postes de santé, surtout dans les zones reculées, fait que les sages-femmes sont souvent submergées de travail. Et cela peut déteindre sur leur comportement. 2 sages-femmes pour faire 30 accouchements pendant une nuit. À la fin, on se casse. Pour faire face à la situation, un plan national de développement des ressources humaines pour la santé couvrant la période 2011-2018 a été élaboré. Il prévoit le recrutement de 4 781 sages-femmes, ce qui revient à près de 600 sages-femmes par an, un planning loin d'être respecté. Ainsi s'achève ce journal. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à vous le présenter. Mais avant de nous séparer, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision. 20h30, tout à l'heure le débat politique. 21h30 Afrique Info première partie, 22h15 téléfilm africain, les frères ennemis, et à 22h, 23h30 Afrique Info deuxième partie. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. Bonne reprise de travail demain à toutes et à tous. À demain. l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.